Bien, mesdames et messieurs, dames et heren, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette journée consacrée à la pauvreté et la transition juste, que le service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, avec l'Institut fédéral pour le développement durable, ont choisi de mettre sur pied et qui a rencontré un très grand succès. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits à cette journée. Un certain nombre d'entre vous, d'entre eux, ne sont pas encore parmi nous en raison d'un problème sur les trains, puisqu'on a eu un incident à Otigny qui retarde l'arrivée depuis cette région du pays. Mais l'enthousiasme pour cette journée atteste de l'actualité de cette question, de l'intérêt qu'elle suscite. Alors, vous attendez de moi quelques mots d'ouverture. Je vais conserver cette introduction pour plus tard, de même que Henk van Houtegem, qui est le coordinateur du service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, va présenter la journée tout à l'heure, parce que l'actualité politique est telle que la ministre Zakia Katabi, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, doit malheureusement rejoindre ses fonctions de ministre pour gérer cette crise dont vous suivez sans doute les péripéties dans les journaux. Et donc nous avons proposé de légèrement modifier le programme de cette première partie de la matinée en donnant la parole d'abord à Madame la ministre Zakia Katabi, qui est, vous le savez, ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable, chargée du Green Deal, et qui, au cours de son mandat de ministre, a mis la transition juste au cœur de ses préoccupations. Et elle dira les initiatives qu'elle prend en vue d'une grande conférence interministérielle sur la transition juste. Elle a mis sur pied plusieurs groupes de travail sur cette question qui vont progressivement remettre à la ministre le résultat de leurs travaux. Et c'est donc avec un très grand plaisir que je l'appelle à ouvrir cette journée en la remerciant d'avoir pu se libérer malgré l'actualité politique très chargée. Zakia, la parole est à vous. Merci beaucoup, Olivier. Je vais me permettre de t'appeler par ton prénom, Henk aussi, et de nous tutoyer, puisqu'on est des compagnons de route maintenant de longue date. Alors, mesdames et messieurs, cher Henk, cher Olivier, il est des formules convenues en général pour ouvrir ce genre d'événement. Mais je voudrais vraiment vous dire que c'est avec sincérité et beaucoup de conviction que je voudrais témoigner à mon tour, Olivier, du plaisir qui est le mien d'être parmi vous, même si ce sera moins long que ce que j'avais prévu. En effet, depuis le premier jour de mon engagement politique, et puis, comme ministre du Climat, je n'ai de cesse de répéter avec force et avec une profonde conviction que justice sociale et justice environnementale sont indissociables. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, d'aucuns continuent aujourd'hui à me dire « mais de quoi tu te mêles, occupe-toi du climat ?» Parenthèse fermée. Et ma conviction, elle est en fait que la crise environnementale que nous traversons est la question sociale de ce siècle. En ce sens que non seulement elle accentue, elle vient creuser les inégalités existantes, mais que par ailleurs, elle impacte différemment, injustement les individus. Et évidemment, les plus vulnérables étant les plus impactés, et de cela, on n'en parle pas assez. Alors si nous nous préoccupons légitimement, et c'est l'objet de la discussion aujourd'hui d'ailleurs, des effets de la transition, mais j'y reviendrai, on met trop peu en avant l'injustice environnementale au nom de laquelle précisément nous devons agir et au nom précisément de laquelle j'appelle, moi, à accélérer le tempo en matière de transition. De verantwoorde lekheid voor de uitstoot van broeikasgassen, milieuvervuiling en biodiversiteitsverlies niet gelijk verdeeld is overheen de bevolking. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Oxfam en de Stockholm Environment Institute dat tussen 1990... Oui, pardon, j'aurais dû signaler que je passais de l'un à l'autre. Dat tussen 1990 en 2015 de rijkste 1% van de wereldbevolking verantwoordelijk was voor 15% van de uitstoot in deze periode.
Dit is meer dan 2 keer zoveel als wat de armste helft van de mensheid tijdens die periode uitstootte. Wat u dan ook zeker als een paal boven water staat, is dat we de ecologische transitie zo snel als mogelijk moeten voltrekken. Er bestaat geen groter risico voor het menselijke welzijn dan een niet-transitie. Indien we er niet in slagen het tij van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis te keren, zullen de desastreuze gevolgen zich blijven opstapelen. Terwijl we nu allemaal al voelen welke effecten die de klimaat- en milieucrisis op ons leven hebben. Mensen voelen in hun portemonnee hoezeer we afhankelijk zijn van fossiele energievoorraden uit het buitenland om onze huizen te verwarmen en onze bedrijven te laten draaien. Gezondheidsexperts merken de stijgende vraag naar zorg door de toename van bijvoorbeeld extreme hitte, chemische bodemvervuiling en pandemieën. We willen allemaal een transportsysteem dat we hiervoor moeilijke keuze moeten maken. Klimaatgerelateerde natuurrampen nemen fors toe de laatste jaren. Vernietigende bosbranden, stormen en overstromingen veroorzaken dodelijke slachtoffers, vernielen mensen hun huizen, berokkenen onze economie ernstige schade en kosten onze samenleving enorm veel geld. Et à nouveau, tout le monde n'est pas égal face à ces phénomènes. En plus d'une inégalité face aux causes du dérèglement climatique, les personnes en situation de vulnérabilité sont également plus vulnérables face aux conséquences de celui-ci. Malgré une empreinte carbone inférieure, les populations les plus précarisées sont les plus touchées. Les vagues de chaleur, les inondations, etc., les affectent plus fort, plus violemment. Et nous l'avons vu précisément avec les inondations de 2021 en Wallonie. Alors, ceci étant dit, la nécessaire transition qu'appelle la triple crise que nous connaissons, donc la crise climatique, biodiversité et la pollution chimique, ne peut constituer une double peine pour les plus vulnérables d'entre nous, qui font déjà, je viens de l'évoquer, les frais du dérèglement climatique et qui subiraient les effets néfastes d'une transition non préparée, non pensée, non concertée. Et s'il existe aujourd'hui un consensus social pour reconnaître l'urgence climatique et pour reconnaître la nécessité de changer de cap, le temps est désormais à celui de l'adhésion, du rassemblement du plus grand nombre autour du chemin à emprunter pour opérer la transformation nécessaire pour répondre aux défis de ce siècle. Et cette transformation nécessaire n'adviendra que si elle est comprise, j'y reviendrai par la démocratisation du débat, et perçue comme légitime et équitable dans les efforts qu'elle demande et les effets qu'elle occasionne. Il s'agit donc de planifier et de mettre en œuvre les politiques nécessaires à ce que les objectifs de protection de l'environnement et de protection sociale se renforcent mutuellement au lieu de s'opposer. Entreprendre une transition juste, c'est concevoir des stratégies sur les moyens et long terme qui soient globales et cohérentes entre elles. Et c'est aujourd'hui que cela se joue, sans quoi les risques potentiels liés à la transition, comme les pertes d'emplois, la désertification économique ou la fracture sociale, prendront le dessus sur les opportunités. La création d'emplois, à contrario, la création d'emplois, la diversification et le bien-être social. Et enfin, je l'ai évoqué, la transition est aussi, à mes yeux, un enjeu démocratique. Il est fondamental de définir collectivement, dans le cadre d'un débat public incluant tous les groupes, y compris les plus vulnérables que l'on entend trop peu dans ce débat, les termes de cette transition et de nous employer collectivement à concilier la satisfaction des besoins humains fondamentaux et le respect des limites planétaires, à conjuguer justice sociale et justice environnementale pour passer d'un État-providence à un État durable. Et cette journée est une pièce maîtresse dans cette dynamique. De geleerde lessen van dit colloquium zullen mee worden genomen tijdens de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België, waar we er op politiek niveau verder mee aan de slag zullen gaan. Ik wens u een dag vol inspirerende uitwisseling toe en ik dank u voor uw aandacht.
Voilà, merci à la ministre Zakia Katabi de ce mot d'ouverture. Et bien entendu, quand Zakia, vous voudrez nous quitter, sentez-vous libre de le faire, parce qu'on sait que l'actualité politique, malheureusement, oblige à un départ un peu précipité ce matin. Voilà, je voudrais à nouveau vous remercier de votre présence et peut-être dire quelques mots complémentaires pour introduire à cette journée et à la réflexion dont Henk van Nottegem va ensuite présenter l'organisation. Quand on parle de transition juste, on a au fond à l'esprit trois types de changements. Il y a trois versions, si vous voulez, de ces transitions justes que je voudrais contraster. La première version de ces transitions justes, c'est celle qu'on retrouve dans les accords internationaux, notamment l'accord de Paris du 21 décembre 2015, issu de la COP 21 dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et la transition juste, là, est décrite comme compenser les secteurs et les régions que la transformation écologique, la sortie d'une société carbonée va affecter. Et donc la transition juste, c'est d'abord une version très très minimaliste, consistant à dire qu'on va compenser les régions qui dépendent du charbon ou les travailleurs et travailleuses des secteurs des énergies fossiles. C'est la version 1. La version 2 de la transition juste consiste à dire qu'on doit sortir des énergies fossiles, qu'on doit décarboner la société, mais que les mesures qui vont être prises et qui vont affecter les ménages précarisés vont devoir faire l'objet de compensations pour éviter que finalement la transformation écologique n'augmente les inégalités et la pauvreté. Et ça, c'est une version qui consiste à dire qu'on a deux objectifs qu'il faut poursuivre en parallèle. Transformation écologique de la société, justice sociale, réduction de la pauvreté et des inégalités, par des mesures compensatoires. C'est une version de la transition juste déjà un tout petit peu plus exigeante et intéressante que la première que j'ai évoquée, mais qui est en même temps insuffisante, notamment parce que beaucoup de ménages en pauvreté ne vont pas bénéficier, comme on le souhaiterait, des mesures compensatoires qui sont mises sur pied. Celles et ceux d'entre nous qui travaillons sur la pauvreté, nous connaissons bien ce phénomène de non-recours au droit qui s'explique par le fait que, pour des raisons variées, obstacles administratifs, difficultés à réunir les documents administratifs requis, difficultés à remplir des formulaires en ligne, manque d'informations, etc., les ménages les plus précarisés, parfois, ne bénéficient pas des mesures dites compensatoires qui visent à atténuer le choc que peut constituer l'introduction de mesures visant à la transformation écologique. Et nous sommes ce matin à la fois avec des personnes très engagées dans la transformation écologique, mais aussi des personnes qui connaissent très bien le monde de la pauvreté, qui savent parfaitement bien combien important est ce phénomène du non-recours au droit. Céline Nieuwenhuis, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, en fait, avec d'autres, son cheval de bataille. Alors, il y a une troisième version de la transition juste, qui consiste à dire que les mesures qui préparent la décarbonisation de la société, qui permettent de ralentir l'érosion de la biodiversité, bref, les mesures qui préparent la transformation écologique doivent être conçues dès l'origine, dès la manière dont elles sont imaginées et mises sur pied, avec les personnes en pauvreté, pour faire de la transformation écologique un levier de justice sociale, de réduction de la pauvreté et des inégalités. Et c'est dans cet esprit que nous avons
présenté en octobre 2020 un rapport sur la transition juste aux Nations Unies, au moment où il s'agissait de s'interroger sur la manière de sortir de la crise ouverte par la pandémie du Covid-19, présentant une série de mesures dites à triple dividende. Ces mesures à triple dividende sont des mesures qui présentent pour caractéristique à la fois de réduire l'empreinte environnementale, décarboner la société, mais aussi de créer des emplois, notamment pour les travailleurs et travailleuses à faible niveau de qualification, et troisièmement, rendant abordables des biens et services nécessaires à une vie décente. Mesure à triple dividende qui coche donc ces trois cases, réduction de l'empreinte écologique, création d'emplois et accessibilité des biens et services essentiels. On peut en donner quelques exemples, j'en donne deux. L'isolation des bâtiments est une manière évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de ce que des bâtiments sont mal isolés. C'est le cas de beaucoup de bâtiments dans notre pays encore, malheureusement. C'est en même temps une manière de créer des emplois dans le secteur de la construction, ceci parce qu'il faut des hommes et des femmes pour opérer cette rénovation des bâtiments. Et puis, troisièmement, c'est une manière de réduire la facture énergétique des ménages. N'oublions pas que ce sont, et ça fait partie de ces exclusions que la ministre Khattabi évoquait, ce sont notamment les ménages les plus précarisés qui habitent ces passoires thermiques qui coûtent cher chaque mois quand il faut payer la facture de chauffage, d'électricité. Et donc, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est l'investissement dans les transports en commun. On aura d'ailleurs un atelier sur la mobilité. Investir dans les transports en commun, c'est réduire évidemment la pollution qui résulte de l'usage de la voiture individuelle, mais c'est aussi une manière de créer des emplois pour la création d'infrastructures, pour conduire les trams, les bus, les métros, les trains, pour maintenir en état le réseau de chemin de fer. Donc c'est une manière de créer des emplois. Et puis troisièmement, c'est une manière de mettre la mobilité à la disposition de tous, de toutes, y compris des ménages qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture individuelle. Et donc, le raisonnement consiste à dire que pour que le droit à la mobilité soit garanti, il ne faut pas nécessairement augmenter le pouvoir d'achat de manière que tout le monde achète une voiture individuelle. Il faut par contre que le droit à la mobilité soit un droit accessible pour tous et toutes à travers, le cas échéant, un réseau renforcé de transports en commun. C'est donc ces mesures à triple dividende qui permettent de penser la transformation écologique des sociétés de manière à intégrer d'emblée la question de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Et puis, deuxième outil pour cette transition juste, je dirais, plus exigeante que les deux premières versions que j'ai présentées, c'est ce qu'on appelle les études d'impact. Alors, on a différentes versions de ces études d'impact. Certaines examinent l'impact sur la pauvreté et sur la distribution des revenus de la société. D'autres études d'impact examinent l'impact sur les droits humains, sur le niveau des inégalités. On a parfois des combinaisons de ces différentes études d'impact. Et dans les pays où ces études d'impact ont été mises sur pied de manière systématique, on a vu des conséquences très importantes sur la manière dont les politiques publiques sont conçues, obligeant les pouvoirs publics, pour chaque mesure qu'ils prétendent adopter, à examiner les impacts que la mesure aura sur les plus défavorisés au sein de la société, quitte à rechercher avec ces personnes les mesures alternatives qui permettent de réduire l'impact négatif. Je pense par exemple à ces études d'impact sur la pauvreté, les inégalités et les droits humains qui sont conduits de manière systématique en Écosse, conduisant par exemple, parce que quand on ferme un hôpital pour le déplacer du centre-ville à la périphérie, rendant l'hôpital moins accessible pour les personnes n'ayant pas de voiture individuelle, eh bien on a dû repenser la localisation de l'hôpital à partir d'une telle étude d'impact. Donc c'est un outil qui peut être extrêmement utile à penser la transition juste. Et puis le troisième outil, évidemment, c'est la participation. La ministre Khattabi l'a dit, sans faire participer les personnes en pauvreté à l'identification des mesures qui permettent d'accélérer la transformation écologique et sans les associer dès le début à l'identification de ces mesures, l'on risque non seulement d'aboutir à des mesures qui ne seront pas
légitimes et qui ne seront pas perçus comme légitimes et qui vont rencontrer une résistance. Mais en plus, on se prive d'un savoir, d'experts, des personnes en pauvreté qui savent mieux que personne et certainement mieux que les personnes dans les administrations, quels sont les obstacles très concrets qu'elles rencontrent pour, par exemple, jouir d'un droit d'accès à la mobilité ou pour faire isoler l'appartement qu'elles occupent. Et donc, la participation des personnes en pauvreté est essentielle pour ne pas se tromper. Ça prend du temps de consulter, de faire participer, mais ça fait gagner un temps fou et cela aboutit à des mesures beaucoup plus légitimes et également efficaces. Alors, pourquoi faut-il cette transition juste? Eh bien, la ministre Khattabi nous a rappelé que la transition juste, c'était à la fois une manière d'éviter la perpétuation des injustices, injustice qui tient au fait que les personnes en pauvreté ont une empreinte environnementale beaucoup moins forte et cependant sont les premières victimes de la pollution de l'air dans les villes, de l'obligation d'habiter dans des zones fortement polluées ou inondables, etc. Donc c'est une injustice à laquelle la transition juste veut répondre. Et la transition juste, c'est aussi éviter ce que la ministre Khattabi appelait la double peine, l'adoption de mesures de transformation écologique qui vont avoir un impact surtout sur les ménages précarisés. C'est par exemple le cas de certaines mesures fiscales qui ne sont pas compensées ou qui ne tiennent pas compte des impacts sur les familles qui vivent dans la précarité. Donc, c'est une question de justice sociale, c'est aussi une question d'efficacité, de légitimité de l'action politique, et c'est la raison pour laquelle votre présence aujourd'hui et la présence de la ministre Khattabi sont si importantes. Voilà, la ministre Khattabi devait en réalité s'enfuir pour gérer une crise. Je la remercie d'être restée, en tout cas jusqu'à présent, avec nous aujourd'hui. Et c'est bien volontiers que je vais maintenant proposer à Henk van Hodegem de nous introduire à l'organisation de la journée, expliquer le choix des thématiques qui ont été faites. Et je le remercie lui aussi de l'initiative qu'il a prise avec l'Institut fédéral de développement durable de mettre sur pied cette journée. Henk, la parole est à toi. Bonjour à tous et toutes. Je vais encore profiter de la sortie de la ministre pour remercier aussi la ministre pour ses mots de soutien et pour tous ses travaux pour une thématique très importante, mais aussi un défi important, une transition juste. Merci aussi à Olivier d'être disponible pour présider ce colloque. Et on est aussi très curieux d'entendre vos conclusions à la fin de cette journée. Et merci à vous, tous et toutes, pour être présentes. Je vais changer vers le Nederlandais. Ik ga doorgaan naar het Nederlands. Dus ik ga u proberen een stukje wegwijs te maken in de context van het colloquium. En ook de vormgeving, dus het waarom en het hoe. Het gaat eigenlijk over een colloquium in het kader van een proces van transitie, rechtvaardige transitie in België. Dat proces is geïnitieerd door minister Zakia Khattabi. En dit colloquium is ook op vraag van haar en gebeurt in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, excuseer. Het gaat dus over de organisatie van dit colloquium, maar wat we ook zullen doen en waar we ook al mee bezig zijn, is een advies rond mensenrechten en rechtvaardige transitie. En dat advies wordt opgemaakt in samenwerking met andere mensenrechteninstellingen. Zowel het colloquium van vandaag, maar ook dat advies met de mensenrechteninsteek zijn eigenlijk een input voor een ander advies dat we met het Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede zullen maken. Een advies voor de conferentie voor rechtvaardige transitie in België, die doorgaat in november 23. Dus wat hier gebeurt vandaag, dat kunnen wij eigenlijk zeer goed gebruiken in het vervolg en voor dit concreet advies voor de conferentie van november. Het is ook een colloquium dat gebaseerd is alreeds op dialoog en overleg.
was het tweejaarlijkse verslag van het steunpunt 2018-19 rond duurzaamheid en armoede. Die keuze werd gemaakt in onze begeleidingscommissie in februari 2018. Het kreeg ook een stukje een vervolg met het tweejaarlijkse verslag daarna, die als thema solidariteit en armoede had, waar ook fiscaliteit is uitgewerkt. En eigenlijk is dat ook allemaal op basis van echt de wens van mensen in armoede, van hun verenigingen, van netwerken, om mee te kunnen praten in het debat rond klimaatbeleid, rond transitiebeleid en om ook deel te nemen aan de dialoog, het debat dat gebeurt met andere actoren. Nu, het kader van die tweejaarlijkse verslagen werd zeker geboden door de mensenrechten, waarbij we ook heel wat linken hebben kunnen maken met de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, met telkens weer dat centrale motto die daarachter zit, to leave no one behind. Niemand achterlaten. Op basis daarvan is het steunpunt in 2020 ook erkend als SDG Voice door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. En wij hebben dat motto, to leave no one behind, die echt uit het overleg is gekomen, uit het tweejaarlijks verslag, ook wel heel veel kunnen gebruiken, moeten gebruiken, jammer genoeg, in de voorbije crisissen. Denk maar ook tijdens de COVID-crisis. Nu, dat mensenrechtenkader dat komt aan bod in de eerste werkgroep die deze voormiddag doorgaat. De verschillende werkgroepen zijn eigenlijk gebaseerd op de wegen naar duurzaamheid die we hebben geïdentificeerd samen met de deelnemers aan het overleg binnen het steunpunt in het tweejaarlijks verslag duurzaamheid. Ik ga straks die wegen via de werkgroepen nog eens overlopen. Ik moet ook zeker vermelden dat intussen na het tweejaarlijkse verslag ook nog andere initiatieven zijn geweest met deelname van mensen in armoede. Denk zeker aan de werkzaamheden binnen de verschillende verenigingen waar armen het woord nemen. Denk ook aan de klimaatstem van mensen in armoede, een project van SAMO, dat trouwens ook aan bod zal komen in werkgroep 6 deze namiddag. En ook een initiatief van de Koning Boudewijn Stichting rond Fair Energy Transition for All, wat ook in verschillende landen is doorgegaan. Dat aspect, participatie, dialoog, komt dus aan bod in de 6e werkgroep. Het is ook een colloquium om te vermijden dat er ongelijkheden zijn in transitiebeleid en ook tegelijk ongelijkheden proberen verminderen. Ja. Het was zeker een thema in die tweejaarlijkse verslagen, in het overleg met de verschillende actoren. Het feit dat er heel wat ongelijkheden bestaan in onze samenleving en er eigenlijk ook voortdurend nieuwe ontstaan. De vraag, hoe kunnen we ze vermijden en hoe kunnen we ze verminderen? In de tweejaarlijkse verslagen hebben we dat bekeken voor verschillende domeinen. Denk maar aan energie, water, gezondheid, werk, toegang tot natuur, mobiliteit. Het is in werkgroep 5 dat we gaan kijken naar de verantwoordelijkheid van de overheid daarin en meer specifiek gaan kijken naar de digitale evolutie, de digitalisering in onze samenleving en de vraag hoe de overheid daar kan optreden ten aanzien van die evolutie, waarbij toch nog altijd die toegang tot rechten, tot diensten, tot goederen voor iedereen worden gewaarborgd. Het gaat over ongelijkheden in verschillende termen. Het is ook al genoemd door de minister en door Olivier. Het gaat over de impact van klimaatverandering. Wat we op een dramatische manier hebben gezien bij de overstromingen in Wallonië, waarbij mensen die in armere buurten dichter bij rivieren, maar ook, denk ook aan de campings waar mensen permanent moeten wonen wegens een gebrek aan goede huisvesting. Het waren net die wijken of die plekken die werden getroffen. Het gaat ook over de toegang tot duurzame alternatieven. En dat gaan we in werkgroep 2 ook in detail bekijken. De toegang tot energie- en waterbesparende maatregelen die voor mensen in armoede en precaire groepen veel minder zijn. De toegang tot duurzame mobiliteit, de toegang tot duurzame voeding. Maar het gaat ook over beleid en hoe beleid eigenlijk ongelijkheden creëert. Of dat we daar eigenlijk zien dat mensen ongelijk worden behandeld.
Olivier noemde reeds ook fiscaliteit als een belangrijk domein daarin. Maar we moeten ook zeker verwijzen naar heel wat Matthäus-effecten die we kennen in onze samenleving. In de besteding van publieke middelen, waarbij de hogere inkomensklassen eigenlijk die maatregelen, die ondersteuning meer gebruiken dan de groepen met een lager inkomen. En daarmee ook verbonden uiteraard de problematiek van non-take-up van rechten. Dat komt aan bod in werkgroep 3 en 4. Het is een colloquium vandaag voor overleg, verder uitwisseling en ook dus voor een input rond transitiebeleid. Het materiaal zal gebruikt worden voor een advies, dat heb ik net verteld, vanuit een armoede-invalshoek voor de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België. En we blijven ook in contact. We hebben jullie gegevens en bekijk zeker ook de website van het steunpunt. Dan kom ik eigenlijk op de verschillende werkgroepen en ik zeg daar ook telkens de zaal bij om u een beetje wegwijs te maken. Ik denk dat we hier een schitterende plek hebben om te kunnen uitwisselen en we gaan daar zeker dankbaar van gebruik maken. Dit is de eerste werkgroep rond de verantwoordelijkheid van de overheid, van de staat, met een mensenrechtenkader als basis. Die werkgroep gaat door in deze zaal. We noemen deze zaal Pollak, met 140 plaatsen. Dus die werkgroep gaat hier door onder voorzitterschap van Martien Schotsmans, directeur van het Federaal Instituut voor de Bescherming en Bevordering van de Mensenrechten. Een tweede panel gaat over hoe we initiatieven van verandering kunnen ondersteunen, waar we een focus zullen hebben rond de toegang tot consumptie, een duurzame consumptie, een duurzame voeding en een duurzame mobiliteit. Dat wordt door mijzelf voorgezeten en dat gaat door in de zaal Maalbeek. Dat is de derde zaal. Dus de volgende zaal noemt Passage. De zaal daarachter heeft 60 plaatsen en noemt Maalbeek. En dit panel gaat daardoor. Dan hebben we panel 3 rond de financiering van een duurzaam beleid. Rond belasting, maar ook rond de vraag rond besteding van publieke middelen. Dat wordt voorgezeten door Jean-Baptiste Traversa van de FOD Financiën. Hij is verantwoordelijk voor het thema milieufiscaliteit binnen de directie Algemene Fiscaal Beleid van de FOD Financiën. Dus deze werkgroep gaat door in de zaal Passage. Dat is de middelste zaal, de kleinste met 40 stoelen. Dan komen we aan panel 4, een beleid die moet gericht zijn op effectiviteit van rechten. En daar gaan we dieper in op de problematiek van non-take-up van rechten en ook het instrument van impactanalyse. Dit panel wordt voorgezeten door Peter Samijn, die voorzitter is van de FOD Sociale Zekerheid. Dus dat is een werkgroep in de namiddag. En die gaat ook weer door hier in de grote zaal Pollak. We zouden ook graag vragen dat voor die werkgroepen de mensen eigenlijk van in het begin al plaatsnemen in de zaal. De interventie van minister Lalieu kan ook gevolgd worden in die andere zalen. Dan kom ik aan panel 5, die gaat over good governance op lange termijn, waar we ingaan op het vraagstuk van de digitalisering van de samenleving en hoe we daar ook kunnen op reageren. En het is Céline Nieuwenhuis, die algemeen secretaris is van de Fédération des Services Sociaux, die deze werkgroep zal leiden. Die gaat door in Passage, dat is dus de kleinste zaal in het midden. En dan hebben we het laatste panel rond politiek of beleid in dialoog met participatie van de verschillende actoren in de strijd tegen armoede. Wordt voorgezeten door Martien van der Vennet, die verantwoordelijk is voor de projecten rond rechtvaardige transitie bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. En die werkgroep gaat door in Maalbeek. Dat is dan weer de achterste zaal met 60 plekken. Goed, dan rest mij nog u nog even mee te geven dat er rond communicatie ook van alles kan gebeuren. U kunt mee de boodschappen uitdragen die u essentieel vindt. Dat kan via Twitter. Dat kan ook op allerlei andere manieren natuurlijk. We hopen ook in de toekomst met u verder te kunnen samenwerken. Hou ook zeker de websites in de gaten voor het materiaal dat we daar zullen ter beschikking stellen. Er is geen verslag op zich van dit colloquium. Er zullen wel audio-opnames zijn van alles wat gebeurt, ook van de werkgroepen. En we gaan natuurlijk het materiaal in dat advies meenemen dat bedoeld is voor de conferentie.
Zo, dat is nog eens in de andere taal. En dan hebben we deze interventie al gehad. Dus dat heeft u al gekregen. En dan stel ik eigenlijk voor, Olivier, si tu es d'accord, dat we iedereen kunnen uitnodigen voor een koffiepauze. En we starten om 11:15 in de verschillende werkgroepen. Die zijn ook nog eens afgebeeld. We zullen ook een mooie klakson laten horen, zodat u weet dat u op tijd naar daar moet begeven. Ik wens u alleszins een boeiende uitwisseling en tot straks.